Donc du coup, on va commencer par une question très simple. Qui a déjà utilisé un chatbot? Voilà. Qui a déjà fait un chatbot? Qui a été content des chatbots qu'il a utilisés? Ouais, on est d'accord. Donc la présentation, ça va être sur c'est quoi un chatbot, le design des chatbots, mais aussi les limitations des chatbots, en tout cas actuellement. Donc si vous êtes venu pour de l'IA de fou, si vous êtes venu pour des réseaux de neurones avec 300 couches, etc., pour entendre des buzzwords et faire votre Jarvis à la maison qui fait tout seul, je suis désolé pour vous. C'est pas ça du tout ma présentation. Ma présentation, c'est ce qui se passe réellement. Donc comment on fait ces chatbots et tous les problèmes qui vont avec. Donc vite fait, je vais vous parler de moi, parce qu'il faut bien que je me présente et vous allez comprendre que ça impacte pas mal mon talk. C'est, comme je le dis, les chatbots et moi, c'est une longue histoire d'amour, puisque ça fait 3 mois, 2 jours, 3 heures et quelques secondes que je travaille sur les chatbots. C'était pas du tout mon cœur de métier. Moi, je viens de la bioinformatique et des biostatistiques, et même de la modélisation. C'est-à-dire que mon métier à moi, normalement, c'est prendre un problème en biologie, le convertir en équation mathématique, et derrière, jouer avec ce modèle. Finalement, c'est très proche de ce qu'on peut faire avec les chatbots. Mon autre spécialité, c'est construire des workflows et les automatiser. C'est-à-dire qu'on a une problématique, on veut un résultat. Souvent, on ne sait pas comment ça se fait, on fait un peu les choses à la main, on tâtonne, on tâtonne. Finalement, on a un empilement de petites méthodes, mais dès qu'on change quelque chose, ça se casse la figure. Mon boulot, c'est d'automatiser tout ça pour qu'on ait une continuité. J'ai toujours travaillé dans des domaines en pleine expansion, donc notamment en biologie, j'étais sur les biocarburants. J'ai aussi travaillé sur la médecine personnalisée. Là, du coup, je suis sur les chatbots, qui est aussi quelque chose d'assez récent, où il y a pas mal de choses à faire. Et j'ai toujours travaillé en immersion. C'est quelque chose que j'aime bien. J'ai toujours été dans des labos, dans des petites structures, parce que j'aime bien vraiment être au cœur de la problématique pour bien la comprendre. Donc en fait, finalement, mon profil, maintenant, ça s'appelle data scientist. C'est-à-dire un mec qui sait faire de l'informatique, qui a des notions de maths et qui a une compétence métier. Alors juste un truc, le data scientist, c'est un scientifique, c'est pas un magicien. On a tendance à venir voir le data scientist, on lui dire on a des données, on a un problème, transforme la donnée en or. On ne sait pas faire ça. Si on peut rentabiliser une donnée, on y arrivera. S'il n'y a rien à faire avec la donnée parce qu'elle n'est pas propre, on ne peut rien en faire non plus. Donc un petit mot sur The Chatbot Factory, puisque c'est la boîte dans laquelle je travaille et qui fait les chatbots. Donc elle a été créée en 2015 avec 4 salariés. En juin 2016, ils ont sorti leur premier chatbot qui s'appelle Pierre, qui est sommelier chez Auchan. Donc il vous conseille sur votre vin. En octobre 2017, c'est une automatisation du service client d'Air France, donc notamment tout ce qui touche au bagage. En janvier 2018, donc, on a la bêta d'une plateforme qui s'appelle Tolkai, qui est en fait l'interface qui va vous permettre de créer les bots chez nous. Et du coup, depuis juillet 2018, il y a une antenne R&D qui s'est développée à Montpellier, puisque le siège initial de la boîte est à Paris. Donc, dans les deux implantations, donc à Paris, c'est le siège social, il y a une quinzaine de personnes. Donc, il y a un data scientist avec qui je travaille qui est mon binôme. Il y a beaucoup de développeurs, des designers pour la conversation, les project managers, des entraîneurs de bots. Et à Montpellier, c'est plus profil ingénieur et data scientist. On travaille pour des grands comptes quand même. Donc là, c'est la liste qui est ici. Donc on a des grosses responsabilités derrière, évidemment. Donc comment je suis rentré à The Chatbot Factory? J'étais à la recherche d'un poste. Eux, ils ne cherchaient pas du tout de data scientist. Ils n'étaient pas forcément intéressés de base. J'ai juste pris contact avec eux et on a commencé à discuter, à échanger sur ma vision des choses. Et puis, voilà. Ils ont dit, bon, d'accord. À savoir que mon binôme qui est à Paris, c'est exactement la même chose. Il les a contactés comme ça parce que les chatbots, c'était une techno ou une thématique qui les intéressait aussi. Et on a discuté et voilà. Donc comme je vous ai dit, moi je suis modélisateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire modélisateur? Déjà, c'est quoi un modèle? C'est une représentation, une abstraction de la réalité. Donc par défaut, tous les modèles sont faux. Donc vous n'aurez jamais le chatbot ultime qui sait tout faire. Il y aura toujours des erreurs. Par contre, certains modèles peuvent être utiles. Et c'est là tout l'intérêt. Ce qu'on veut, c'est avoir un chatbot qui est utile. Et comme je le dis, du coup, on peut mettre tous les scientifiques ensemble. Le jour où il y a un modèle parfait, ça s'appelle la réalité. Donc le bot parfait n'existe pas.
certains bots sont utiles et certains bots doivent être utiles. Alors la différence, elle est assez subtile, mais le bot qui vous donne la météo, il est sympa, c'est marrant 2 secondes. Finalement, après, on le range et on ne le ressort plus. Par contre, un bot qui est utile tous les jours, qui finalement apporte un vrai plus, un vrai confort, lui, on va vouloir s'en servir et le garder. Donc c'est vraiment pareil, cette différence. L'idée, c'est d'avoir des bots qui vont faciliter la vie et qui vont presque devenir indispensables. Donc la modélisation et les workflows. Donc notre rôle en tant que modélisateur et data scientist, c'est on arrive quelque part, on fait un peu l'état des lieux, on regarde ce qui ne va pas, et on va essayer de proposer des pièces, remplacer ce qui ne va pas. Donc par exemple, les pneus carrés, c'est vraiment pas bon. Donc en tant que data scientist, on va proposer une roue. Et puis quand on la propose, souvent, les gens ne sont pas très réceptifs parce qu'ils sont occupés, ils sont dans leurs problèmes, ils ne voient pas l'intérêt que ça peut avoir. Donc on a tout ce travail de pédagogie derrière. Alors quand je dis qu'on présente une roue, non, en fait, on a beaucoup de roues. Et ça, ce travail-là, on le doit notamment aux académiques. Souvent, on les oublie. Mais si aujourd'hui, on a des belles briques de chatbot, ou même dans plein d'autres domaines, c'est que derrière, il y a toute une communauté scientifique qui travaille, qui fournit ces outils. Après, moi, mon rôle, je peux créer des roues, c'est pas un souci. Actuellement, je préfère être dans le rôle de tester les roues et trouver la meilleure roue, donc la meilleure solution aux problématiques, notamment là des chatbots. Donc, est-ce que ça vous parle, le TALN? Voilà. Donc, c'est le traitement automatique du langage naturel. Donc, finalement, c'est arriver à comprendre ce qu'on dit, ce qu'on écrit. Donc, voilà, mon modèle répond à vos questions. C'est une phrase très simple, sujet, verbe, complément. Alors, en fait, pour l'ordinateur, c'est un peu plus compliqué que ça parce que intrinsèquement, il n'a pas ces informations. Donc, on est capable de découper la phrase. Donc, on va avoir en fait un sujet avec un groupe nominal et un déterminant. Donc, c'est mon modèle. Donc, ce groupe nominal, comme je l'ai dit, c'est déterminant et non. Déjà, on commence à avoir pas mal d'informations. De l'autre côté, on va avoir le groupe verbal répond à vos questions. Donc, dans ce groupe verbal, on va trouver un verbe et puis un groupe prépositionnel puisque ça commence par une préposition à. Et puis, pareil, derrière, on va avoir un groupe nominal. Donc là, on commence à décomposer les choses et on se rend compte que finalement, une phrase qui était plutôt simple, mon modèle répond à vos questions, d'un point de vue informatique, d'un point de vue derrière langage, elle n'est pas si simple que ça. Donc maintenant, à vous d'essayer de décomposer cette phrase. Je vais faire une petite démo, parce que c'est sympa aussi les démos, et voir que c'est vraiment pas si simple. Donc est-ce qu'on voit bien? Donc déjà, la première chose, c'est, comme je l'ai dit, je ne refais pas la roue. Il y a des roues qui sont disponibles. Là, je vais utiliser, je reviendrai là-dessus, une bibliothèque qui s'appelle Spacy, qui, là, en fait, je vais charger un modèle, le modèle français et le français médium. C'est-à-dire, c'est un modèle moyen, c'est pas le plus gros modèle qu'on puisse trouver. Et rien que là, on va commencer déjà à prendre du temps, parce que finalement, cette décomposition, on ne le fait pas à la main pour chacune des phrases. Il y a eu des modèles qui ont été entraînés derrière sur beaucoup de phrases pour arriver à le faire de façon automatique. Donc la première phrase que je vais, le temps que ça tourne, comme vous voyez, c'est pas si simple que ça. Derrière, là, je fais juste charger le modèle. Il n'y a même pas de calculs qui sont demandés. Donc la première phrase, donc mon chatbot répond à vos questions. Et derrière, quand on fait du traitement automatique du langage, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. La première chose, c'est la tokenisation. Donc en fait, trouver chacun des mots. Par exemple, mon, c'est le premier mot, chatbot, deuxième mot, répond à vos questions. En fait, derrière, on va aussi avoir ce qu'on appelle la lématisation. Quand on prend un verbe, parfois on s'en fout qu'il soit la première, deuxième ou troisième personne, ou qu'il soit au singulier ou au pluriel, qu'il soit au futur ou au passé. Souvent, ce qui nous intéresse finalement, c'est l'information de ce verbe. Donc la lématisation, c'est trouver la racine au final. Donc par exemple, ici, répond, et en fait, sa racine, c'est répondre. Et j'aurais pu mettre « nous répondons à vos questions », j'aurais eu la même lématisation. Et finalement, derrière, si j'ai une personne seule ou un groupe de personnes, moi, ce qui m'importe, c'est savoir répondre, j'aurai cette information. Donc quand on commence à découper tout ça, on commence à avoir pas mal d'informations. Et maintenant, du coup, je vais venir sur cette fameuse phrase. Si mon tonton, alors, excusez-moi, première chose, c'est les liens entre les objets. Ce qui est pas mal, c'est que ces bibliothèques vous permettent aussi d'avoir les liens. Donc, mon, le déterminant, le chatbot, le nom, répond, verbe, la préposition, le déterminant, le nom et les relations. Par exemple, répond, on sait que c'est par rapport à la question.
Donc ça, tout ça, c'est fait de façon automatique parce que derrière, il y a eu des modèles qui ont été appris et on peut se servir de ça dans des cas comme ça qui marchent très bien. Donc si je reprends ma fameuse phrase, si mon tonton, ton tonton sera tondu, bon, déjà rien qu'à l'oreille, on a du mal. Et donc, si on l'exécute, on commence à avoir un peu plus de mal. Déjà, il y a beaucoup plus d'informations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en data science, le côté esthétique, graphique, on s'en fout souvent parce qu'on est souvent confronté à ça. On laisse ça à d'autres personnes. Enfin, je vais être honnête. C'est aussi pour vous montrer un peu comment on est. On ne dirait pas, mais ça nous suffit comme information. C'est mieux que des couleurs pour nous. Donc là, il y a des choses un peu bizarres. Si c'est une conjonction de subordination, ça passe encore. Déterminant, ton nom, tondre, adjectif. Ouais, c'est pas vrai. Enfin, il me semble. Et puis, déterminant, non déterminant. Puis derrière, bon, c'est pas visible, mais vous avez le nom. Donc là, il n'a pas réussi à trouver de verbe. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée du pourquoi, du comment? Alors, il a trouvé tondu, effectivement, si on regarde là, si sera tondu, sera, il a bien trouvé que c'est être et que c'est un auxiliaire, et tondu, il a bien reconnu que c'était normalement le participe passé, il me semble. Je ne sais plus s'il le met celui-là ou pas. Voilà. Donc ça a bien été reconnu la fin de la phrase, mais le début, ça a complètement raté. L'adjectif, il met tondu. Oui. Par contre, il a reconnu qu'il y avait cette racine, donc voilà. Donc ça, pourtant, c'est un modèle qui tourne, qui est plutôt... il fait partie des modèles, des briques sur la NLP, NLU qui sont assez réputées, assez recommandées. Et même comme ça, sur une phrase qui n'a pas l'air si compliquée, ça a du mal. Alors du coup, j'ai essayé de faire des petites phrases. Alors du coup, je coiffe mon tonton. A priori, là, ça marche bien. Hop. Et puis, si je tonds mon tonton, ça marche ou ça marche pas? Non. Voilà. Et puis alors, si tonton coiffe mon tonton, alors quand j'ai dit je coiffe mon tonton, ça marche. Est-ce que si tonton mon tonton marche, coiffe mon tonton marche ou pas d'après vous? Ça ne marche pas. Alors pourquoi? Tout simplement, je vous l'ai dit, ce modèle a été appris. Alors celui-là, je crois que c'est à partir d'une base de données de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. En fait, on utilise rarement le verbe tondre. Tout simplement. Enfin, du coup, je plus verbe, ça c'est un truc qui revient couramment, donc ça il a réussi à l'apprendre. Donc je tonds, ça passe encore. Mon tonton, c'est un nom. Le nom, ça peut être suivi d'un adjectif, d'un verbe, de pas mal de choses. Et alors tondre, ouais, non, on l'utilise pas. Donc c'est un mot pour lui qu'il a rarement vu, il ne sait pas vraiment quoi en faire. Donc il essaye au mieux. Et souvent avec mon tonton, ce qu'on va avoir, c'est un adjectif, c'est des superlatifs, quelque chose comme ça. Rarement mon tonton qui tond. Donc voilà les écueils, c'est qu'actuellement en fait, pour des phrases assez génériques, je fais quelque chose, ça passe très bien parce que ça on le retrouve tout le temps sur les réseaux sociaux. Pour des mots qui sont moins connus, même des briques comme ça qui sont classiques, qui sont appris par des communautés, etc., où il y a beaucoup de travail derrière, on a ces écueils. L'autre chose aussi, c'est que vous avez bien compris que quand je dis si mon tonton ton tonton, c'est pas le même tonton. Lui, il a repéré 2 fois le même mot. Si vous regardez là, il y a une relation entre les deux. En fait, de lui-même, il n'a pas été capable de se rendre compte que c'était finalement 2 tontons différents. Et nous, on l'a parce qu'on a cette expérience, on a cet apprentissage, on a ce contexte, on arrive à le comprendre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le bot, derrière, il n'a pas tout ça. Lui, le bot, il essaie de reconnaître des mots, du pattern matching bête et méchant. S'il a reconnu 2 fois le même mot, il se dit, c'est le même mot, c'est pas 2. Alors, je vais dire des mots un peu bizarres, mais 2 instances ou 2 variants du même mot. C'est la même personne. Donc voilà pourquoi ça rate. Et pourtant, là, c'était un exemple très simple. Alors maintenant, si vous commencez à poser des questions très compliquées au bot, il va être encore plus perdu. Est-ce que certains sont familiers avec le Word2Vec et des choses comme ça? Voilà. Donc l'idée, c'est très simple. Vous prenez plein de textes. Vous allez regarder en fait les mots qui apparaissent dans chacune des phrases. Et on peut aller plus loin. On peut regarder les groupes de mots. Par exemple,
I enjoy flying, bah, on va regarder le nombre de fois, par exemple, on va voir je plus un verbe. Donc j'aime voler, bah, on va regarder le nombre de fois où je et aime sont ensemble. Et on va pouvoir compter, en fait, on va pouvoir avoir des fréquences et se dire, bah, il y a des mots, on les retrouve toujours ensemble. Il y a des mots, on les retrouve jamais ensemble. Et en fait, ce qui est assez sympa à partir de là, c'est qu'on va pouvoir faire presque des mathématiques avec les mots. Donc tout ça, c'est pareil, il y a des réseaux qui sont, enfin, il y a des modèles qui sont étudiés derrière. Et l'idée, c'est, bah, est-ce que les vecteurs, ça vous parle? Voilà. Donc les vecteurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une direction, un sens, et puis bah, une longueur. Et bah, on va avoir, par exemple, une distance entre homme et femme. Et en fait, ce vecteur, si on l'applique à roi, et qu'on applique exactement, on fait une translation, bah, si on regarde, le point qui est derrière, ça va être reine. Donc on va être capable de repérer comme ça des mots et de faire des équations avec des mots qui ont le même sens, ou des oppositions, ou des choses qui sont regroupées ensemble. Par exemple, on va pouvoir voir les participes présents, participes passés. On va pouvoir aussi, par exemple, voir la notion de capitale, sans jamais lui dire, voilà, Madrid, c'est une capitale, l'Espagne, c'est un pays. Ça, il n'a pas cette notion. Sauf qu'il a remarqué que souvent, bah, France et Paris ont été associés, que Madrid et Espagne ont été associés, etc. Ça sera assez grand. Bon, quand je vous dis que c'est des modèles assez grands, là, on est donc à 100 milliards de mots. C'est pas mal, c'est une bonne base de connaissances. Et si vous regardez ici, donc on a 3 millions de phrases avec un réseau qui est assez grand. Et on peut s'amuser du coup. Par exemple, l'homme est au roi, ce que la femme est. Donc la meilleure réponse est la reine. Donc ce que ça nous dit aussi derrière, c'est qu'on peut avoir princesse, qui n'est pas très loin. Donc voilà, on peut s'amuser à faire alors d'après vous, ça a donné quoi? Voilà, effectivement. Puis on regarde qu'à côté, il y a les différentes façons de dire puppy, pet aussi, puppies au pluriel. Parce que lui aussi, il a du mal à savoir. On ne lui a pas dit que puppies, c'était le pluriel de puppy. Et lui, il a déduit que c'est souvent proche. Donc on peut commencer à regarder des mots qui finalement sont très proches ou des associations de mots qui vont être qui vont vouloir dire la même chose ou au contraire être en opposition. Par exemple, on peut regarder, c'est trouver les mots qui étaient le plus similaires dans cette base de données. Et donc pour iPhone, vous allez avoir l'iPad, parce que souvent en fait on va parler d'iPhone et d'iPad. On va avoir aussi toutes les variantes d'orthographe d'iPhone. Et là c'est un vrai problème, c'est que entre ceux qui mettent des majuscules, qui ne mettent pas de majuscules, qui font des fautes de frappe, des fautes de typo, je ne vous raconte pas le bazar, mais ça je pourrais revenir là-dessus. Mais voilà, on a des gros problèmes. Et plus intéressant, en fait, si on lui donne une liste de mots, il va pouvoir regarder, par exemple, automatiquement, le mot qui n'a rien à faire dans cette liste. Donc le jour où on vous demande les intrus, vous allez sur cette page, vous rentrez la liste et vous avez gagné. Donc par exemple là, vous avez dinner, céréales, breakfast et lunch, et l'intrus c'est céréales. Donc parce qu'il a reconnu que souvent les trois autres termes étaient associés ensemble, et que lui, il n'était jamais avec les autres. Donc tout ça, c'est de la théorie derrière, on peut faire beaucoup de choses. Et pourtant, tout à l'heure, quand je vous ai demandé si vous étiez content des chatbots, c'était pas ça. Donc du coup, comment on crée un chatbot? Parce qu'on a tous ces trucs derrière et malgré ça, ça ne marche pas. Donc j'ai fait une petite recherche Google. En fait, quand j'ai commencé à bosser, j'ai fait comme tout le monde. On regarde. Donc une des réponses, c'est voilà, j'ai créé un chatbot en 2 heures parce que c'est tellement simple, en 2 heures ça se fait et on a résolu tous les problèmes. Ou alors le guide ultime. Ça, j'aime bien les guides ultimes parce que après ça, on peut le mettre sur le CV et ça rend trop bien. Non, plus sérieusement, quand vous faites une recherche sur Google, vous avez énormément de choses. Alors souvent, ce que ça va vous donner, c'est des bases. C'est aussi l'idée de ce talk, c'est de vous faire comprendre ce qu'il y a derrière. Si vous voulez aller plus loin, on pourra en discuter, il n'y a pas de souci. Mais il y a des bases qui sont communes à tous. Et puis après, il y a toujours les trucs un peu extrêmes. Donc voilà, les chercheurs le détestent, lui, parce que voilà. Faites-vous 2000 € en faisant un chatbot en 4 étapes. Donc je demande la preuve par contre. Mais voilà. Et donc tout ça, c'est vrai. On peut faire des guides ultimes, on peut créer un chatbot en 2 heures. On peut avoir quelque chose qui fonctionne rapidement parce que
on a un exemple, une preuve de concept simple. Par contre, dès qu'on commence à faire un vrai chatbot pour gérer des incidents, pour des assurances, pour des banques, pour Air France, c'est beaucoup plus compliqué. Donc quelques acteurs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le domaine, mais effectivement, on va voir les gros comme d'habitude. Donc, coucou Microsoft, coucou Google, coucou IBM. On va avoir des projets qui sont un peu plus open source, notamment Rasa et Spatie, qui est une surcouche à Rasa. Et puis, il y a Snips, qui à la base était une plateforme, et commence à faire ses propres hardware, qui ont l'air très intéressants. Donc nous, on fait en fait des chatbots métiers et notamment des FAQ. Donc la différence d'un chatbot métier, c'est qu'on ne va pas me demander forcément le temps, on ne va pas me demander où est le restaurant chinois le plus proche. On va par exemple me dire je veux faire un crédit ou je veux acheter quelque chose ou je veux consulter mon solde. Enfin des mots qui sont spécifiques d'un métier et souvent avec des phrases où la seule différence ça va être ce mot. Donc nous, on a besoin de savoir finalement ce que cherche l'utilisateur, donc c'est définir ses intentions et savoir quels sont les mots qui vont être utilisés, donc ces entités. Donc je vais reprendre une phrase aussi très simple. Quel temps fera-t-il demain à Montpellier? Donc ça, nous, c'est ce qu'on appelle une itération, et dans le jargon, comme je risque de faire le lapsus, je préfère le mettre tout de suite, donc, parce que bon, c'est pas un mot français. Donc l'itération, c'est notre phrase d'exemple. On va avoir les entités, ici, temps qui va être associé à l'entité météo, demain qui sera associé à l'entité date, et Montpellier qui sera associé à l'entité localisation. Donc là, on comprend que mon intention, c'est finalement de savoir la météo à un temps donné, à un endroit donné. Donc c'est relativement simple. Voilà. Donc comme je vous ai dit, les entités, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est un peu notre problème. C'est que là, je vous ai dit Montpellier, on peut très bien imaginer plein de noms de villes, mais tes coordonnées GPS, c'est aussi une localisation. Donc en fait, l'entité, ça peut être des synonymes tels que vous l'entendez tous les jours, par exemple le chien, le cabot. Ça peut être des hyperonymes, le vêtement, les pantalons. Finalement, le pantalon, c'est un vêtement. La pantonymie. Donc, alors, au clavier, on a de la chance sur le chatbot, les gens sont assez sympas. Ils ne vont pas nous dire le pétaouchnock, parce que déjà, ils ne savent pas l'écrire, j'étais obligé de regarder. Ils ne vont pas nous dire tante machin, truc bidule, chouette. Ça, c'est plutôt de l'oral. Mais il y a aussi toute une partie des chatbots qui est finalement prendre ces messages oraux, les traduire, les retranscrire pour les passer dans le même chatbot derrière. Donc tout ça, il faut aussi arriver à les reconnaître. Ce n'est pas des mots qu'on croise tout le temps. Et il y a de l'ontologie qui rejoint un peu l'hyperonyme. Donc, je vous l'ai dit, moi je viens du milieu un peu de la bio, donc on adore l'ontologie pour tout ce qui est génétique, savoir les fonctions des gènes, etc. C'est exactement, on retrouve la même chose ici. Et on va avoir le problème de métier dépendant, c'est les soldes bancaires et les soldes divers, c'est le même mot, sauf que du coup, si j'ai créé une entité avec des synonymes pour solde, il va falloir que je fasse attention si je travaille dans le bancaire ou dans le prêt-à-porter. Donc comme tout le monde, j'ai décidé de jouer avec. Donc la première fois que j'ai utilisé ces snips. Donc ça, c'est vraiment la sensation que j'avais. Je savais très bien que c'était pas terrible, mais j'avais envie de faire Mumus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un projet qui était open source sur un livre de recettes. C'est amusant, on peut demander une recette, on peut dire aller à l'étape suivante, revenir en arrière, lancer le timer. Et l'idée, c'était de voir si j'arrivais à faire quelque chose. Par exemple, là en vert, vous avez quelque chose qui est d'après Snips cohérent, on va trouver facilement, donc avec 18 exemples. Et ce qu'on appelle un slot. Donc le slot, finalement, c'est simplement la recette que je veux. Des crêpes, du tiramisu, un soufflé au fromage, enfin voilà. Et à côté de ça, vous allez avoir, pareil, 18 phrases, mais ce coup-ci, il estime qu'il est mal entraîné. En fait, dans cet exemple, je n'ai pas de slot, je n'ai pas d'entité, c'est vraiment que des phrases. Là, l'idée, c'est je voulais juste revenir en arrière parce que j'avais raté quelque chose dans la recette, voilà. Et en fait, le simple fait de ne pas avoir d'entité, donc de mots-clés sur lesquels se rattacher, il va me dire il me faut plus de phrases pour que j'arrive à voir un peu toute la variabilité que tu peux donner. Et puis, comme j'aime bien faire de la recherche, je me suis dit, donc j'ai étape suivante, j'ai répété l'étape, j'ai étape précédente, répété l'étape et étape suivante. Finalement, est-ce que je ne peux pas faire simplement une étape avec un mot-clé? Et c'est ce mot-clé qui va me permettre de décider où je vais.
Parce que finalement, je veux aller à l'étape précédente ou je veux aller à l'étape suivante, c'est un peu la même chose à un mot près. Je n'ai pas envie de refaire 50 fois des phrases. Ça ne marchait pas très bien. Voilà. Donc ça, c'était mon premier exemple pour me familiariser avec tous ces outils. Et même là, comme je dis, c'est des phrases très simples. Bah, ça a du mal. Et ouais, moi, j'étais pas content de mon chatbot. Pardon? Oui. J'ai pas bien compris ce que vous avez essayé de faire à cette étape-là. En fait, Ce projet. alors ce projet, c'était un projet perso pour me familiariser avec l'environnement des chatbots, voir comment ça répond. Parce que moi, en fait, j'ai besoin de savoir pourquoi ça rate pour pouvoir améliorer. Donc j'ai essayé de tester un peu dans tous les sens. Et notamment, je me suis rendu compte que dans étape suivante, étape précédente, j'écrivais quasiment tout le temps les mêmes exemples à un mot près. Et donc j'essayais de voir ce qui se passait si finalement je ne pouvais pas faire une seule intention qui était changer d'étape avec un mot-clé qui me permettait soit de revenir en arrière, soit d'aller à l'étape suivante, ou de répéter l'étape parce que j'avais mal lu quelque chose. En fait, c'est juste ça. Pour le moment, il n'y a rien de compliqué, et déjà là, j'ai du mal. Donc en fait, souvent, il est dit qu'il faut à peu près une trentaine d'exemples pour une intention. Voilà. Et puis, il faut faire la liste des entités. Bah, c'est très long et très chiant. Parce que là, vous avez vu, j'ai 4 trucs. Quand on en a 60, faire 30 phrases d'exemple à la main, c'est le boulot le plus passionnant du monde. Donc là, je vais vous parler de mon quotidien. Donc mon quotidien, je le partage entre Whitley, qui est la plateforme qu'on développe, et un pandarou, qui est mon binôme à Paris, et qui a pris cet animal en totem et qui le met partout. Donc, comme je vous l'ai dit à la base, à The Chatbot Factory, ça ne cherchait pas forcément de data scientist. Parce qu'ils n'avaient pas forcément aussi la bonne image du data scientist. Pour eux, c'était de la théorie pure et dure. Et nous, on leur expliquait qu'en fait, oui, on fait de la théorie. Mais on est aussi capable de vous apporter des outils pour automatiser vos bots, pour comparer les résultats de vos bots, essayer d'identifier ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour se focaliser sur de l'innovation et pas simplement développer le nouveau réseau de neurones trop beau. Bah oui, parce que ça, de toute manière, il y a Google, il y a Microsoft, il y a IBM, il y a les académies qui s'en chargent. Donc on est hyper doué à deux, il n'y a pas de souci. Mais ils sont beaucoup plus nombreux, donc on ne fera pas le poids. Donc nous, on s'est dit, sur quoi on peut améliorer les choses? Comme je vous dis, il y a l'entraînement. Quand vous êtes obligé de faire 30 phrases sur 60 intentions, si on peut faire un truc qui fait automatiquement, c'est pas plus mal. Ou en tout cas, si on peut descendre à 15 phrases, 10 phrases. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est garder les choses simples. Keep it as simple, keep it stupid and simple. Donc nous, c'est un peu notre credo. C'est-à-dire que si derrière, on peut faire un simple classifieur avec une régression linéaire sans avoir besoin de réseau de neurones, on est super content. C'est super simple, on comprend déjà mieux ce qui se passe. Donc on veut faire ça. Derrière, il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit pour le moment, c'est que votre chatbot, il va donner des réponses. Bonnes, mauvaises. Ça, il faut le suivre aussi. Savoir s'il va dans la bonne direction, savoir s'il a besoin d'être réentraîné, savoir si cet nouvel entraînement, il est meilleur. Parce que si vous l'avez réentraîné, mais qu'en fait, il y avait des mauvaises phrases dedans et qu'il est moins bon, vous allez peut-être garder l'ancienne version. Et puis, il y a de la discussion. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon petit chatbot là, avec les recettes. J'ai envie de dire, suivant, c'est pas de la vraie discussion, c'est complètement informel. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas agréable comme expérience. Il n'y a pas de suivi. Et il n'y a pas de mémoire. Donc là, je vais vous parler justement des benchmarks sur ces différentes briques, donc de Microsoft, de Google, d'IBM, de Rasa. Alors les benchmarks, j'ai mis cette petite icône, c'est que j'aime pas ça, les benchmarks. Parce que vous allez toujours trouver un benchmark qui marche ou qui ne marche pas. Je pense si vous voulez démonter quelque chose ou au contraire dire que c'est la meilleure solution. Et quand je vois un benchmark, un papier avec notre benchmark dit qu'on est à 99,9% de bonne prédiction, je souris et je n'ouvre même pas la page. Donc oui, les benchmarks, c'est important pour savoir où on se situe, mais ce n'est pas tout puissant. C'est-à-dire qu'il faut avoir un regard critique. Et notamment, souvent, il ne faut pas juste regarder les chiffres qui ont été donnés, mais rentrer un peu dans les détails. Et donc si on regarde, finalement, les briques se valent à peu près tous. Donc c'était une publication que vous pouvez trouver sur Internet. Les corpus sont disponibles. Il y a 3 types de corpus. Donc il y a un dédié au chatbot. Ça se passe plutôt bien. Un aux web applications. Donc je veux changer de mot de passe, j'ai perdu mon identifiant, tous ces trucs qu'on peut imaginer. Et puis alors il y a le Ask Ubuntu. Alors là c'est je ne repère pas mon imprimante. Ça va de je ne repère pas mon imprimante à j'arrive pas à démarrer mon ordinateur. Autant vous dire que le spectre il est assez large.
Et l'intérêt, c'est que quand on regarde les performances, bah, ça varie, c'est jamais la même qui est au top globalement. Et puis, par exemple, pour les chatbots, on a différentes intentions. L'heure de départ, trouver une connexion, trouver des critères, pas de marche, etc. Trouver la ligne. Je veux passer par la ligne numéro 2, la ligne numéro 3, la station de destination, d'arrivée, le mode de véhicule. Et ben en fait, quand on utilise ça, on se rend compte que bah, les briques sont complètement différentes de ce côté-là. Et la question derrière, c'est bah, il n'y en a pas une qui est parfaite. Donc ça nous arrange parce que ça veut dire qu'il y a du travail à faire de ce côté-là, on peut améliorer. L'autre chose aussi, c'est que suivant ce que vous voulez, il va falloir choisir la bonne brique. C'est-à-dire que si vous en fichez de la ligne, bah, vous pouvez utiliser Louis ou Rasa. Par contre, si c'est une information qui est extrêmement pertinente et importante pour vous, bah, elles sont éliminées. Donc finalement, la recette pour faire un chatbot, en tout cas FAQ, elle n'est pas très compliquée. Bah, il vous faut au moins un modélisateur parce que c'est quand même quelqu'un qui a une petite rigueur, qui est extrêmement casse-pied pour ses collègues, ils peuvent témoigner. Mais voilà, il y en a besoin. Vous avez aussi besoin de données propres et un nombre suffisant. C'est horrible, mais souvent on va vous dire, bah voilà, j'ai 10 phrases, fais un chatbot. Mais avec 10 phrases, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas, il m'en faut au moins une trentaine par intention, donc je ne peux pas. Et puis bah, si vous me donnez juste 10 phrases comme ça, moi derrière, il va falloir que je les regarde, que je fasse tout le travail de trouver les entités, trouver l'intention correspondante, tout ça, ça prend du temps. Et bah, il vous faut une compréhension du métier, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi, n'importe où, et surtout, bah, à côté de ça, vous avez votre professionnel qui vient, qui a des idées un peu préconstruites, parce qu'il est tête dans le guidon, et en fait, souvent, il ne voit pas que, par exemple, deux intentions, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au final, on ouvre à peu près la même porte. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de les séparer? A contrario, il va dire, bah, ça, c'est une intention, mais on lui dit, bah, non, en fait, là, par exemple, tu n'arrives pas à accéder à ton compte, il y a, par exemple, deux informations. Soit tu n'as pas créé de compte, soit tu as oublié tes identifiants. Donc, à quel moment aussi, il est important de séparer les intentions ou de les regrouper. Donc, tout ça, c'est un travail quand on a la compréhension du métier et aussi de l'expérience, parce qu'on a déjà eu ce cas-là dans différents bots. Il faut aussi une collection de méthodes, comme je vous l'ai dit. Nous, si on peut faire de la régression linéaire, des random forest plutôt que des réseaux de neurones, on sera content. C'est vachement plus simple, plus rapide. Derrière, en production, c'est pareil, c'est beaucoup moins coûteux en termes de ressources, donc on sera content. Et puis, bah, une certaine routine, c'est-à-dire faire toujours les mêmes étapes pour avoir en fait une sorte de traçabilité et une sorte de repère pour savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Donc comme je le dis, bah, préparer les données, c'est du formatage, c'est avoir les choses prêtes à rentrer dedans, parce que bah, si vous utilisez Louis, vous avez un format, si vous utilisez Dialogflow, vous avez un autre format, si vous utilisez Rasa, vous avez un autre format, et c'est casse-pied de toujours devoir formater les choses. Et puis bah, préparer son set d'entraînement et son set de validation, parce que si tout est prêt, on gagne vachement de temps. Si on arrive, qu'on fait l'entraînement, mais que derrière on ne peut pas valider, on est un peu en stand-by et finalement c'est du temps perdu. Choisir une méthodologie, la tester, mais ne pas hésiter à revenir en arrière si on se rend compte qu'elle n'est pas adaptée. Ne pas foncer tête baissée en disant bah, de toute manière on fait ça depuis le début et on reste là-dessus. Entraîner, valider, analyser le modèle et recommencer. Donc tout ça, c'est ce qu'on fait régulièrement tous les jours. Les compétences d'un linguiste, ils interviennent à quel moment? Alors ils interviennent et je vais arriver là-dessus. Parce que comme je le dis, ça fait pas longtemps qu'on est sur la plateforme. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est ça. On a fait un centre d'entraînement pour les bots. On a décomposé en fait chaque étape. Donc on a par exemple ici Cave, notre ami Cave, lui il va s'occuper uniquement de l'entraînement. Il va entraîner nos modèles et justement en fait dans cet entraînement on va pouvoir inclure des choses, de la lématisation, de la stématisation. Donc ça j'en ai pas parlé, les stem par exemple c'est prendre la racine des mots. C'est-à-dire on vire les suffixes, on vire les préfixes et on garde que la racine. Donc on va pouvoir tester beaucoup de choses. Et comme je vous l'ai dit, on a besoin d'une routine et nous pour le moment avec ces 3 mois-là on a développé le cadre pour faire ces routines. Et oui, les compétences d'un linguiste sont extrêmement importantes. Je reviendrai, j'ai des slides là-dessus après. Mais voilà, donc nous, ce qu'on a fait, c'est préparer en fait un centre d'entraînement pour avoir cette routine. Donc on va avoir Whitley, donc comme je vous l'ai dit, bah, c'est notre tout. On va avoir Shell qui, elle, s'occupe de la validation. C'est-à-dire, on a entraîné un modèle, on veut savoir s'il est bon. Et justement, dans chacune de ces étapes, on va pouvoir faire de la R&D. Donc nous, la R&D, on a mis ça dans The Cake. Et donc voilà, et donc on a Sentry, Sentry, bah, c'est ce qui va dégainer, c'est ce qui va nous envoyer les requêtes pour, une fois qu'on est en prod, donner les bonnes réponses, ou donner les meilleures réponses. Donc l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle est transparente. Ce qu'on fait en R&D, c'est la même chose qu'en production. Si ça passe la R&D, demain c'est en prod de façon complètement transparente.
On automatise tout ça, comme on a dit, on a besoin de faire beaucoup de tests. Donc la répétabilité, c'est j'ai appris 5 fois le même modèle sur les mêmes données, etc., pour voir si on a toujours les mêmes résultats. Parce que si on a une grande variation avec le même jeu de données, on ne peut pas avoir une grande confiance sur notre modèle derrière, sur nos prédictions. La reproductibilité, c'est on a testé sur 2 machines différentes. Est-ce que l'environnement peut avoir un impact? Donc ça, c'est le côté plutôt stat qui parle. Donc on compare parce qu'on fait beaucoup de modèles, différentes façons de faire les modèles. Finalement, quel est le meilleur? Et nous, ce qu'on ne voulait pas, c'est faire ça à la main. Donc on a tout ce cadre derrière pour justement lancer de la R&D. Et si on peut inclure des nouveaux éléments tels que de l'ontologie, de la science du langage, etc., on est ravis. Mais il fallait qu'on prépare tout ça avant. Et donc justement, maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est par exemple travailler sur la génération automatique de ces 30 phrases d'exemple. Et donc là, justement, on va avoir besoin de tout ce qui est science du langage pour, par exemple, définir un cadre et aller remplir automatiquement toutes les phrases. On a aussi besoin de modèles alternatifs parce que comme je le disais, les différents chatbots ne répondent pas aux mêmes besoins, aux mêmes critères. On peut avoir des choses extrêmement simples et des choses extrêmement compliquées. Et enfin, il y a le nettoyage des itérances, et là on aimerait bien y arriver dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure, les fautes de typo, les fautes d'orthographe, etc. Souvent on se rend compte que ce qui se passe, c'est que la phrase n'a pas été comprise parce que le mot est mal orthographié, mal tapé, et que parfois on est obligé de relire 3 fois la phrase avant de se dire attends, alors sur mon clavier, si je décale, ah oui, en fait il voulait dire ça. Donc en application justement. Donc ce qu'on a fait, nous, on a essayé d'utiliser un soft qui s'appelle Chatito et qui permet de faire de la génération automatique d'exemples. Donc en fait, on a fait nos structures de phrases avec des slots. On a dit les mots qui pouvaient rentrer dans ces slots et on a dit fais toute la combinatoire, vas-y, fais le jeu d'entraînement et on va voir ce que ça vaut derrière. On l'a fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça nous a fait, je crois, 6000 ou 7000 phrases. On était contents, on n'a pas à les faire à la main. Puis alors quand on a testé, c'était une horreur. Le modèle ne reconnaissait rien du tout. Enfin si, il reconnaissait, mais pas ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'en fait, il avait repéré la structure de phrase. Et pour lui, ce qui était important, ce n'était pas les mots dans la phrase, c'était la structure. Donc on avait fait des tests pour de la finance, donc crédit-achat. Crédit-achat, ils s'en fichaient complètement. Mais par exemple, si vous mettiez à la fin 2, comme à la fin était souvent rattaché au crédit, ça, il mettait crédit quoi qu'il arrive. Mais même juste à la fin 2 comme phrase. Et donc là, c'est des problèmes de la génération automatique, c'est que faut faire attention, voir si le bot a bien appris les bons mots ou si votre jeu d'exemple, votre jeu d'entraînement, il est totalement biaisé et en fait, votre bot, il n'a rien appris du tout. L'autre chose qu'on fait aussi justement avec Whitley, c'est qu'on regarde l'impact que ça a d'avoir beaucoup, moyennement ou peu de phrases d'exemple. Donc l'idée là, c'est qu'on a une référence où on avait à peu près 40 phrases par intention. On a fait un truc un peu bourrin, on n'a pas eu la même expertise manuelle, mais on avait 600 phrases par intention. Et on a essayé de travailler sur ces phrases pour finalement avoir que 15 phrases, mais chacune des phrases est vraiment une information, pas juste... donc là, c'était pour Air France, pour des bagages, pas juste « je veux prendre mon sac de golf, je veux prendre mon bouteille de plongée, je veux... » Non, ça, c'est pas des phrases qui ont beaucoup d'informations, c'est « je veux plus finalement un mot ». Donc on a essayé vraiment de travailler sur des phrases qui avaient de l'importance. Ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, quand on travaille vraiment sur le sens de la phrase, et qu'on laisse de côté, où on dit juste « je veux des structures de phrases précises et des mots précis », on a beau avoir beaucoup moins de phrases d'exemple dans le jeu d'apprentissage, on se retrouve avec des meilleurs résultats. Donc effectivement, mettre 30 phrases, c'est pas si important que ça. Il faut 30 phrases qui ont vraiment de l'information. C'est comme je vous l'ai dit, si derrière vous faites une liste des mots, des entités, bouteille de plongée, sac de golf, sac à dos, etc., vous n'êtes pas obligé de faire 30 fois les phrases « je veux emmener mon sac à dos ». Voilà. Donc tout ça, en fait, actuellement, on en est là, nous, de Chatbot Factory, c'est qu'on est en train de regarder si, à partir de là, on peut justement essayer de quantifier si un jeu de données a suffisamment de diversité ou pas pour donner un bon entraînement. Donc comme je vous l'ai dit, les limites. Donc par exemple, je reprends le bot Air France. On a une condition qui est bagage condition, et une intention qui est bagage condition, et une autre intention qui est bagage nombre. Donc en gros, l'idée, c'est que bagage condition, c'est souvent, vous avez votre valise, mais parfois, vous voulez y aller avec votre vélo, avec des télés, enfin, c'est impressionnant les choses qu'on voit. Bon, on a aussi vu des caisses d'armes. Voilà. Oui, ça fait sourire, mais c'est vrai, si vous voulez transporter des armes, c'est toute une procédure spécifique.
Donc effectivement, ce qui rentre dans bagage condition, c'est en fait tous les bagages qui ne sont pas traditionnels. Et à côté de ça, on a le bagage nombre. Donc c'est le nombre de bagages qu'on peut autoriser parce que suivant si vous êtes business, machin ou pas, vous avez le droit à différents bagages. Ça a l'air assez simple comme ça, mais en fait, l'idée c'est est-ce que je peux prendre un objet ou est-ce que je peux prendre un bagage? Donc en gros, on fait notre liste de bagages, valise, sac à dos, tout ce que vous voulez. On fait une liste d'objets plus ou moins explicite. Et puis pour bagage nombre, on sait aussi que le nombre de bagages va être important. Donc est-ce que je peux prendre une valise et un sac à dos? On a repéré 2 bagages, donc on se dit c'est du nombre. En fait, on a une phrase très simple. Est-ce que je peux prendre mes 2 Samsonite? Oui, la personne a décidé de donner la marque plutôt que des bagages. En fait, Samsonite, chez nous, elle n'est pas dans la liste de synonymes. Enfin, à l'origine, ce n'est pas dans la liste des synonymes des bagages. On n'a pas pensé à mettre toutes les marques. Le bot, par contre, derrière, a bien reconnu que ce n'était pas dans la liste bagages, donc il en a déduit que c'était un objet. C'est pas incohérent. Donc, comment corriger le problème? On rajoute Samsonite dans la liste des synonymes pour bagages. Vous n'allez pas vous amuser à faire ça pour toutes les marques. Et si on peut, oui. C'est pas amusé. Mais oui, ça peut se faire. Et nous, on aimerait bien avoir quelque chose d'un peu plus automatisé ou en tout cas un peu plus simple à utiliser. Donc voilà, parce que là, c'est un exemple très simple. Voilà. Est-ce que je peux prendre ma banane et un sac en cabine? Ouais, on peut rajouter banane, mais des 2 côtés. On n'est pas beaucoup plus avancé. Si quelqu'un a une solution, je prends. Mais à part redemander si vous parlez d'un fruit ou si vous parlez du sac banane, il n'y a pas trop le choix. Et puis, ça, c'est pas tout à fait la vraie phrase, mais c'était à peu près celle qu'on a vue. C'est « Bonjour, j'ai un sac à main et une valise cabine ». Bon, jusqu'à là, ça va bien. Qui respecte les dimensions. C'est parfait. Je peux mettre le sac dans la valise et du coup n'avoir qu'un seul bagage en cabine. Je voulais savoir si ça passe. En fait, tu as déjà ta réponse. Soyons honnêtes. Tu n'as plus qu'un seul bagage et tu sais que ça respecte les dimensions. Donc ce que je vous ai mis en violet, c'est tout ce qui correspond à bagage chez nous. Et ce que je vous ai mis en vert, c'est tous les mots-clés qu'on est capable de détecter. Parce que là, je vous ai mis bagage condition, bagage nombre. Et on a aussi bagage dimension, parce que les gens aiment bien demander les dimensions. Les gens sont persuadés d'être seuls. Ma valise dépasse de 2 cm, est-ce que pour moi, vous pouvez? Mon bagage fait 1 kg de plus. Et les gens sont persuadés que c'est les seuls dans cette situation. Mais en fait, 80% des demandes en dimension, c'est ça. Mais en fait, déjà, là, il y a la réponse dans la question, mais surtout, cette phrase, elle est horrible à traiter pour nous. On a du bagage partout. On a dimension qui, pour nous, normalement, envoie vers l'intention quelles sont les dimensions du bagage. Donc là, nous, on a un cas où on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc en fait, il y a 4 types d'erreurs, vraiment. Il y a vraiment le problème de compréhension, par exemple les Samsonite au début. Là, c'était un vrai problème de compréhension parce qu'on s'attend à ce que ça marche, ce genre de choses. Après, il y a aussi l'utilisateur qui n'est pas encore habitué à parler le chatbot. Donc, le chatbot, c'est un langage à part entière, tout comme à une époque, on n'était pas habitué à parler sur Google. Au début, les gens tapaient coucou Google, je voudrais ceci, ceci, cela. Maintenant, les gens ne parlent plus qu'en mots-clés sur Google. C'est devenu rarissime qu'on mette une phrase entière. Les chatbots, finalement, c'est de la recherche aussi derrière. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des mots-clés ou des choses simples, plus ça va bien fonctionner. Mais ça prend du temps. Il faut que les gens prennent l'habitude de l'utiliser. Maintenant, je vois un chatbot, je le fais planter en 2 secondes, ou j'ai la bonne réponse en 2 secondes, c'est pas un souci. Voilà. Après, il y a les phrases que même l'humain a du mal à classer. C'est-à-dire, le coup de la banane, moi comme ça, spontanément, je ne peux pas le dire. Et puis, il y a des phrases qu'on se prend aussi de temps en temps qui sont incompréhendables, même quand on y met tout le bien du monde, avec de la correction automatique, du T9, tout ce que vous voulez, mais la personne ne refait pas la phrase derrière. Et voilà. Ou des emojis aussi, on a eu ça, genre est-ce que je peux voyager avec mon et l'emoji chat? Oui. Oui, ouais, sauf que le robot derrière, on n'avait pas prévu de mettre un plugin emoji à ce moment-là, on était dans une phase de test, autant vous dire que ça n'a pas apprécié l'emoji chat. Donc voilà. Donc finalement, en fait, ces problèmes, il y en a qu'un qui est vraiment grave, c'est vraiment le problème de compréhension, c'est-à-dire le coup des Samsonite. Parce que ça, normalement, on aurait dû avoir une réponse. L'utilisateur qui n'est pas encore habitué à parler de chatbot, ça viendra. Je veux dire, c'est pas la peine de se focaliser là-dessus. Au bout d'un moment, il y aura de moins en moins de « bonjour, je vous contacte » parce que oui, parfois on a des pavés de 300 pages. Suite à la relance de nananani, nananana, au bout d'un moment, on part chercher le café, donc ça défile.
Mais ça va disparaître. Il faut juste un peu de temps. Et quand même l'humain a du mal, si l'humain a du mal, le bot aura encore plus de mal. Je veux dire, nous, on aimerait bien passer le test de Turing et duper tout le monde avec notre IA qui est plus intelligente que les humains. Ouais, c'est notre but, à terme, dans quelques années. Pour le moment, on estime que si une personne humaine a du mal à faire la distinction, on ne va pas demander à notre bot d'être meilleur. C'est pas vrai. Et puis alors, la phrase incompréhensible, j'allais dire incompréhendable, pardon, mais la phrase incompréhensible, ouais, enfin, est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre du temps avec ça? Donc pour nous, ça, c'est vraiment pas un problème. Voilà. Par contre, je vous ai parlé donc, de comment on fait les modèles, comment on apprend, etc. Mais ça, c'est finalement le moteur. Mais le moteur, ça fait pas une voiture. C'est-à-dire qu'autour de ça, on a besoin de beaucoup de choses. Il nous faut un châssis, il faut de la transmission, il faut tout. Donc nous, on fait un joli moteur. Et si vous nous mettez ça comme châssis derrière, on ne peut rien faire, on est bloqué. Donc en fait, le chatbot, ce n'est pas juste comprendre et savoir ce que l'utilisateur veut. Derrière, en fait, donc ça c'est le pipeline chez TCF, il y a beaucoup de choses. Donc il y a déjà savoir d'où vient le message. Des voix, enfin, est-ce qu'on s'est reconnu par de la voix, est-ce que c'est du texte directement? Il faut que ça arrive chez nous, il faut que ça soit processé, il faut qu'on trouve la bonne intention. Parce que actuellement, ce que je vous ai montré par exemple sur le livre de recettes, il me dit ouais, j'ai reconnu que tu voulais la page suivante. Ouais. Pas d'accord. Sauf que moi derrière, j'ai rien de branché, donc il m'a dit page suivante. Je ne suis pas plus avancé, donc il y a tout ce traitement derrière. Une fois qu'on a reconnu l'intention, on fait quoi? Donc si j'ai reconnu bagage condition par exemple, je renvoie vers la FAQ sur les conditions des bagages. Si on m'a demandé les dimensions, je vais renvoyer les dimensions des bagages. Donc il y a tout ce traitement qui est derrière et qui n'a rien à voir avec la partie vraiment compréhension du langage. Et j'ai presque envie de dire, enfin moi je le dis d'ailleurs totalement, je préfère un bot qui est un peu plus bête, entre guillemets, mais où derrière on a un service agréable, que le bot parfait, mais qui derrière est juste horrible. Enfin, bon, je dis ça, je vous ai montré tout à l'heure qu'en data science on aime bien les trucs bruts, mais dans le confort personnel, j'aime bien aussi avoir des trucs assez sympas, assez plaisants à voir, une belle interface, voilà. Genre pas le chatbot qui fait les 3/4 de la page et qu'on ne peut pas rabattre. Ça, c'est une horreur. Et puis derrière, il y a beaucoup de services qui vont arriver ou qui sont arrivés dans les chatbots. Donc par exemple, comme je vous ai dit, nous on a du suivi derrière. Donc savoir les conversations, les pics de conversation, savoir aussi par exemple quelles ont été les intentions les plus demandées. Et ça, votre client il va être content derrière de savoir que finalement il a un souci et que ce qui ressort le plus c'est tel problème. Tout ça, on commence à avoir de l'information. Et cette information, c'est bien de la restituer, c'est même valorisable. Il faut aussi l'interfacer. Votre bot, comme je vous ai dit, moi quand je demande ma page suivante, j'étais sur l'interface Snips, je n'ai pas envie d'avoir Snips partout, tout le temps d'ouvert. Donc vous avez tous vos applis de messagerie, c'est pas mal d'avoir le bot directement dedans. Donc c'est là où il y a tout ce travail d'interfaçage avec les différentes messageries qui existent. Je veux dire finalement, si vous avez tout au même endroit, c'est mieux que de devoir ouvrir 50 pages, 50 applis, 50 trucs. Donc il y a tout ce travail d'interfaçage. Donc bon, je détaille moins là-dessus parce que ce n'est pas du tout ma partie, mais c'est aussi important qu'avoir une bonne compréhension, avoir une bonne restitution. Et actuellement, en fait, on peut aller beaucoup plus loin que de la conversation. Par exemple, ça, c'est un vrai bot qui tourne. Parfois, on s'amuse, raconte-moi une blague. Ouais, le bot est capable de faire de l'humour. Comme je vous l'ai dit, c'est des petits plus qui rendent en fait le bot agréable. C'est pas non plus indispensable comme fonctionnalité, mais quand vous le voyez, ça vous fait sourire. Vous partez avec une bonne impression. Si vous êtes content, un client content, c'est mieux. Voilà. Et en fait, comme je vous dis, on répond aux questions. Mais maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, on a le bot conseiller Pierre pour le vin, mais on en a aussi un pour Air France qui conseille la prochaine destination. On discute avec ce bot-là, il va dire, d'après ce que vous m'avez dit, genre du soleil, de la plage, des cocotiers, bon, les Caraïbes, c'était facile, mais ça va le proposer. Donc voilà, on peut aller beaucoup plus loin que simplement le temps qu'il fait demain. On peut aussi avoir maintenant beaucoup plus de services. Par exemple, consulter son compte directement dans le bot. Plutôt que, voilà, on est en train de discuter avec le bot parce qu'on voulait avoir une information, et on a l'information qui apparaît dans la fenêtre de discussion. On n'est même pas obligé d'aller dans je ne sais plus quel onglet, je ne sais plus quel sous-menu pour avoir accès à son compte. Ce qui se fait de plus en plus, c'est le suivi des colis et des commandes. Vous rentrez votre numéro de colis, et le bot vous dit, actuellement, il est perdu, désolé, ou il est en attente d'instruction, des choses comme ça. Mais ce qui est agréable, c'est que finalement, quand vous utilisez ça, vous n'utilisez quasiment plus le site web qui est derrière. Vous utilisez uniquement le bot. Et donc, vous pouvez aller encore plus loin, réserver en ligne. Ce qu'a fait la SNCF récemment. Dans son bot, on peut lui demander les horaires du prochain train
pour telle destination et réserver son billet directement dedans. Même plus besoin d'application, j'ai envie de dire classique, tout se fait directement avec cet agent de conversation. C'est pour ça que je disais qu'au tout début, on ne va pas construire Jarvis aujourd'hui, mais on commence à se rapprocher en intégrant tous ces services dedans. Actuellement, c'est de la voix, c'est de la messagerie. Enfin, justement, c'est pas de la voix, c'est plutôt on tape son texte. Mais si on commence à faire de la voix derrière, on se retrouve avec un Jarvis, on est à la maison, il y a son enceinte Google, et puis on lui dit c'est quoi le prochain train pour Paris? Ok, il est à combien? Ok, je le commande. Voilà. C'est pas mal. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui vont arriver avec les bots. Mais actuellement, les bots, ils sont encore très jeunes. Et c'est un travail à deux sens. Il y a un travail d'améliorer la technologie, et il y a aussi un travail de communication sur les limites des bots. Comme je vous l'ai dit, si ton, c'est des phrases qui sont trop compliquées. Il faut apprendre à parler simplement. Il faut éviter, par exemple, d'utiliser des noms de marques, j'ai envie de dire, quand on veut un produit. Je veux de l'eau, si vous dites je veux une badoie, si le mec n'a pas rentré badoie, ça ne sera pas reconnu. Mais si on commence à communiquer sur ce que peut comprendre vraiment le bot et qu'on inclut de plus en plus de services, les chatbots ont un grand avenir devant eux. Donc voilà, ça c'est le cas classique. Désolé, je n'ai pas compris votre requête, je vais m'améliorer, etc. Ça vous le verrez partout chez tout le monde, mais parce qu'on en est là aujourd'hui, il ne faut pas non plus espérer avoir le bot parfait, mais petit à petit ça avance. Voilà. Donc moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez aussi retrouver The Chatbot Factory, et comme je vous l'ai dit, je ne vous l'avais pas dit d'ailleurs, mais les The Chatbot Factory recrutent, et puis ils sont ouverts à la discussion.